Boulevard de la culture, l'émission culturelle de Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ dans Boulevard de la culture. J'ai l'immense bonheur de recevoir ce vendredi l'une des romancières les plus lues et les plus appréciées. Vous la connaissez pour Les Oubliés du dimanche, Changer, L'eau des fleurs et Troyes. Vous l'avez bien sûr reconnue. Valérie Perrin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. Vous venez de publier votre 4e roman, Tata, aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire de Colette, décédée une première fois dans son sommeil en 2007, puis une seconde fois en 2010. Elle est donc remorte, c'est un mot qui n'existe pas. Et c'est Agnès Duguin, sa nièce, que les policiers vont appeler pour lui signifier cet événement. Elle leur répond qu'elle est pourtant enterrée depuis 3 ans. Est-ce qu'on peut dire que ce livre-là, un petit peu justement comme Changer l'eau des fleurs, il débute en quelque sorte, ou il part en quelque sorte d'un cimetière, Valérie Perrin? Oui, c'est vrai que le cimetière est présent moins que dans Changer l'eau des fleurs, puisque c'est vraiment le décor et c'est là où vit la protagoniste Violette. Mais c'est vrai que on retrouve mes obsessions dans Tata, et notamment le cimetière et ce grand mystère, je pense, qui doit m'inspirer quelque chose depuis très très longtemps, puisque ce grand mystère de savoir qui repose à la place de cette tante qui vient de mourir. Ouais. Voilà, c'est surtout ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, d'assez obsessionnel chez moi. Ça vient d'où, d'après vous? Je n'arrive pas tellement à comprendre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que quelque part, le cimetière est un endroit qui me terrorise, et en même temps, je l'ai souvent dit quand je parlais de Changer l'eau des fleurs, c'est un lieu où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de fleurs, où il y a beaucoup de mots d'amour, Ouais. et aussi des preuves d'amour. Et puis il y a aussi, ce qui m'intéresse particulièrement dans les cimetières, ce sont ceux qui restent, ceux qui déambulent dans les allées. C'est eux qui m'intéressent vraiment. Ouais. Alors, pour en revenir à votre livre, c'est Agnès, 38 ans, qui est la narratrice de ce roman. Dans la vie de tous les jours, elle est réalisatrice de films à succès. C'est comme ça qu'elle a rencontré Pierre, son ex-mari, qui est un acteur très Oui, connu. oui. Et elle se remet difficilement de Oui. leur rupture. Il Oui. l'a quittée pour une jeune actrice qu'Agnès avait Oui. elle-même embauchée Oui. pour l'un de ses films. Donc c'est vrai que la raison de la rupture est dure à encaisser. On peut dire que c'est une Agnès, peut-être pas dépressive, mais en tout cas malheureuse, qu'on Très mal. retrouve Elle est au début. elle est très malheureuse au début du récit. On sent qu'elle est cassée. On sent qu'elle n'a plus envie de rien. Ouais. Ça s'appelle elle est comme dans un état de dépression absolue. Elle a sa fille, elle a la garde de sa fille de 15 ans, une semaine sur 2. Donc on sent que quand sa fille est là, elle fait un effort. Ouais. Pour être bien, pour s'occuper d'elle, pour être dans le présent, pour être avec elle. Mais alors on sent que dès que sa petite Anna quitte la maison pour retrouver son père et l'autre, comme elle l'appelle, la C'est ça. nouvelle, on sent qu'elle se recouche et qu'elle n'a plus envie de rien. Elle est dans cet état-là au début du roman, Agnès. Et c'est vrai que ce coup de téléphone de la police Ouais. va complètement la réveiller. Et Agnès se demande, je la cite, comment on se remet d'un chagrin d'amour? Oui. S'en remet-on? Et pourquoi s'en remettre? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous-même, vous l'avez, Valérie Non, Perrin? parce que c'est comme un deuil, c'est très compliqué. Je pense qu'on se remet jamais de la Ouais. part d'un être cher, mais en même temps, la vie reprend, la vie continue, peu à peu. Ouais. Et même si elle est différente, elle est toujours différente après, que ce soit un burn-out, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit un deuil, quelque chose de violent. Elle continue malgré tout. Et en fait, chacun a ses propres, pas recettes, mais va chercher ses propres ressources Ouais. et les moyens de s'en sortir. Mais il n'y a pas de mode d'emploi, ça n'existe pas. Vous l'avez dit, Agnès retrouve goût à la vie, entre guillemets, quand elle est avec sa fille, donc elle voit une semaine sur 2. À contrario, elle n'a jamais été très proche de Colette, sa tante, Oui. qu'elle n'appelait pas Tata, Non. et qui habitait Guignon, en Oui. Bourgogne. C'est là où vous Oui. avez grandi, Valérie. Oui. Alors Colette était cordonnière. Oui. Agnès a passé ses vacances d'enfance là-bas, puis elle a grandi, elle a eu ses succès professionnels. Elle a vécu aussi un temps aux États-Unis avec Oui. Pierre et Anna. Elle s'appelait tous les mardis, mais pour se raconter absolument des Oui. banalités. Oui. Elle n'est pas allée non plus à son premier enterrement, parce que Oui. trop loin et trop compliqué. Donc Oui. vraiment, elle pensait que Colette, c'était une femme discrète, simple, taiseuse, qui ne faisait
pas très attention à elle et surtout qui était sans histoire et c'est là qu'elle faisait fausse route, Valérie Perrin. Tout à fait. Elle faisait complètement fausse route. Elle a, elle allait effectivement en vacances scolaires, souvent chez cette tante Colette, et elle y retrouvait ses amis d'enfance, Agnès. Mais retrouver sa tante, c'était pas forcément une grande joie, parce qu'elle disait pas grand-chose, notre petite Colette, jusqu'à ce quand même que Agnès vive son premier chagrin d'amour adolescente, où là, pour la première fois, Colette se met à lui parler un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle n'intéressait pas du tout sa nièce. Agnès ne comprenait pas cette tante qui aimait le football, qui passait des heures dans son atelier à réparer les chaussures des guignonnets. Et puis, a priori, sans enfant, sans amour, sans histoire. Ouais. Et là, elle va découvrir qu'il y a ce qu'on donne à voir et puis ce qu'on est réellement. Et elle va s'apercevoir qu'en fait, Colette, elle avait bien une vie secrète et cachée et pleine de choses, de choses et de sentiments. Et c'est via des cassettes donc Oui. laissées le jour de sa vraie mort que Oui. Colette se dévoile. Oui, On comprend bien sûr l'histoire autour de décès qu'on ne va pas dévoiler. On apprend aussi beaucoup sur l'enfance oui, de Colette, Oui. notamment son amour absolu pour son frère oui, Jean, son petit frère Jean, oui, qui qui est est le un père d'Agnès, ma narratrice. exactement Oui, pianiste Oui. mondialement connu. On peut Mm. dire qu'il a vécu une sorte de success story dans le sens où il n'est parti de rien. Sa C'est mère lui vrai. répétait que le piano c'était pas Oui. pour les pauvres, que c'était Mm. pas les concerts qui allaient lui Mm. permettre de gagner sa vie. Mm. Vous y croyez vous-même, Valérie Perrin, à cet ascenseur social, au fait de ne partir de rien, mais de réaliser ses rêves à condition de vraiment y croire et de travailler pour? Moi, je pense que tout cela peut exister à condition d'être bien entouré. Et il y a toujours dans nos vies quelqu'un qui nous tend la main. Là, en l'occurrence, dans mon roman, c'est Blaise, c'est le voisin et ami de Colette et de Jean. Et je pense que grâce à Blaise, d'abord, dans un premier temps, c'est une première marche vers le fait de pouvoir s'en sortir. Mm. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent dans mes romans, qui est récurrent. Depuis Les Oublis du dimanche, il y a toujours des rencontres dans mes Ouais. romans qui changent le destin de mes personnages. C'est quelque chose que j'aime en parler parce que j'y crois. Je pense que beaucoup de rencontres peuvent changer notre vie. Il suffit d'un ou deux amis très proches, quelqu'un qui peut nous aider et tout à coup tout s'illumine et tout peut changer. Et moi je crois en ça, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Il y a aussi des gens qu'on rencontre qui vont être extrêmement toxiques Ouais. et qui vont détruire une part de nous, abîmer une part de nous. Et puis il y a d'autres gens qui au contraire vont nous tendre la main. Et c'est vrai que c'est le cas de cet amour d'abord que Colette a pour son petit frère. Toute seule, elle y serait peut-être pas forcément arrivée, mais grâce à plein de gens à Guignon, il va se créer quelque chose autour de cet enfant pour qu'il puisse accéder à ses études de musique. Il y a aussi des rencontres, vous-même, Valérie Perrin, qui ont changé votre vie ou Bien des mains sûr, qu'on vous a toujours. tendues qui ont changé les choses? Bien sûr, depuis toujours. Je pense que dès que je suis d'abord la première personne qui m'a reçue chez elle quand je suis arrivée à Paris, Véronique, chez qui j'ai vécu pendant quelques mois, et puis peu à peu les gens qu'on rencontre à travers le travail, bien sûr, toute ma vie, et j'espère encore Ouais. qu'il y aura des rencontres magiques qui feront que ça me permettra d'ouvrir quelque chose de nouveau. Je suis encore curieuse de cela. Alors, on l'a dit, hein, Agnès, c'est la fille de Jean, ce pianiste mondialement connu aussi apparemment. Je dis apparemment, les lecteurs comprendront, la fille d'Anna Ruben, qui était une grande violoniste. Oui. Et leur rencontre à tous les deux, à Jean Ouais. Mm. et Anna, s'est faite, j'ai envie de dire, grâce à l'histoire, avec un grand H, Oui, mais c'est vrai. ce qu'elle a de C'est plus vrai. terrible, la Shoah. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. On peut pas révéler ça parce que c'est quand même c'est un grand mystère et c'est quelque chose qui est vraiment caché dans le roman. Mais c'est vrai que Agnès est la fille d'un pianiste et d'une violoniste et que c'est grâce, hélas, à la Shoah qu'ils se rencontrent. Mm. Et on Quand- va découvrir comment. Et quand on parle de la Shoah, on pense aussi bien sûr au deuxième plus grand pogrom depuis le 7 octobre 2023. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette date, Valérie Perrin? Qu'est-ce que vous C'est ressentez? terrible pour moi. Je suis complètement traumatisée par ce qui se passe. Je suis hantée. Je suis hantée par la souffrance. Je pense que les victimes sont victimes, de part et d'autre, de gens qui tirent des ficelles, mais qui sont malveillants, aussi bien vis-à-vis des otages que je vois là sous mes yeux, et c'est insupportable, que tous les enfants et les femmes qui meurent à Gaza. Je pense qu'en fait, ils sont victimes de gens qui ne leur veulent pas de bien du tout. Ouais. On ne les protège pas. On leur veut du mal. C'est pas eux qui intéressent. C'est le Hamas. Et de l'autre côté, Netanyahou et son régime.
Je ne peux pas comprendre ça. Et en attendant, ça ne s'arrête pas, ça ne se calme pas. Et en attendant, il y a tellement de souffrance, on ne peut pas imaginer. Vous savez, on peut en parler, nous, ici en France. On peut être touché et bouleversé, mais on ne peut absolument pas imaginer ce qu'ils vivent, ces gens-là. On ne peut pas, c'est impossible. On voit les images. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? On est impuissant. On est complètement impuissant. Donc pour en revenir à votre livre, Anna, la mère d'Agnès a été la seule de sa famille à avoir été rescapée d'une rade. Donc elle a été sauvée et cachée par une famille de justes, une famille catholique. Oui. Agnès est elle-même juive, mais elle n'a jamais mis les pieds dans une synagogue. Elle dit croire en Dieu. Et un autre personnage dans votre roman, c'est Mokhtar, qui s'est occupé de l'apprentissage de Colette dans sa cordonnerie. Alors lui, il est musulman, donc il met jamais les pieds dans une église, mais il reste devant. Sur le banc à côté pour écouter Jean quand il joue sur l'orgue de l'église. Exactement. C'est le maître d'apprentissage musulman, tunisien, qui va devenir le père spirituel de Colette. En lui apprenant un métier, il va aussi la connecter à la vie, à l'amour qu'un père peut donner à sa fille. Et c'est vrai qu'il est voilà encore un personnage lumineux qui va aider Colette. Et en fait, Mokhtar, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Donc il a vraiment existé? En fait, il existe complètement. Il est cordonnier rue des Abbesses, dans le 18e, à Paris. Et un jour, j'ai poussé la porte j'allais depuis des années chez lui faire réparer mes jolies chaussures. Et Mokhtar, un jour, j'ai poussé sa porte pour dire, voilà, je suis Valérie, je voudrais écrire un roman. Et je vais parler d'une cordonnière et je ne voudrais pas raconter n'importe quoi. Parlez-moi de votre quotidien. Et je suis tellement tombée amoureuse de lui que je me suis dit, il faut que ce soit Mokhtar, il faut qu'il soit dans mon roman. Parce qu'il est beau, il sourit tout le temps, cet homme est merveilleux, je l'adore. Et c'est drôle ce rapport qu'on a tous les deux, parce qu'on se connaît très peu. Et en même temps, il est très important pour moi et je sais que je suis importante pour lui, parce que les gens lui parlent beaucoup de Tata. Bah oui, forcément, du coup. Elle parle de vous. Et c'est joli ces rencontres-là. Et Colette le dit, d'ailleurs, ma famille, je l'ai choisie. Comme quoi les liens du cœur peuvent parfois souvent être plus forts que les liens du sang. Vous y croyez à ça? Moi, j'y crois beaucoup à ça, oui. Oui, je crois beaucoup. On a notre famille qu'on aime et qui est fondamentale et qui représente la maison, les racines. Mais je pense qu'il y a aussi la famille qu'on se choisit. Et ça, j'y ai toujours cru. Elle existe, cette famille-là aussi. Et juste pour revenir sur le sujet des religions par rapport à Mokhtar, il y a donc les trois principales religions qui sont représentées dans un véritable esprit, j'ai envie de dire, de fraternité, de respect mutuel et aussi même d'apprentissage des spécificités des unes et des autres. C'était quelque chose que vous vouliez dans votre roman? Absolument. Je voulais parler, en fait, mon roman, je crois qu'il y a je l'entends maintenant. C'est très nouveau pour Tata parce que quand je rencontre des lecteurs en dédicace, ils n'ont pas encore lu Tata ou il y en a quelques-uns qui l'ont déjà lu et tous quand même me disent systématiquement, il y a une résonance avec notre propre vie. Et je crois que mes romans sont particuliers pour mes lecteurs parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment la réponse, c'est toujours très mystérieux la création, mais parce que tous mes romans ont une résonance avec la vie des gens. Comme s'ils se retrouvaient à travers mes personnages qui n'en sont plus, mais plus comme un frère, une sœur, quelqu'un de la famille justement, quelqu'un qu'on connaît et auquel on s'attache. C'est ce qu'on me dit systématiquement, mais que ce soit pour Les Oubliés du Dimanche, 3, Changer l'eau des fleurs ou Tata. Il y a ça, en fait, il y a ce point commun-là entre tous mes romans, c'est que les personnages n'en sont plus pour mes lecteurs. Ils sont des proches qu'ils retrouvent régulièrement et auxquels ils pensent comme on pense à des gens qu'on aime. Et c'est compliqué à la fin du roman de s'en détacher aussi, je trouve, parce que justement, on s'est attaché pendant... C'est un livre qui, je ne sais pas combien de pages il a, mais quand même un sacré pavé. Donc effectivement, c'est dur à la fin de les quitter, je trouve. On parlait de lien du cœur. Alors pour comprendre ce second décès de Colette, Agnès va retourner à Guignon et elle va justement retrouver ses amis d'enfance qui vont là aussi constituer une sorte de seconde famille. Pour elle, il y a Liès notamment. Alors Liès aujourd'hui, pour faire un petit peu son portrait, il est abstinent.
Oui, donc il ne boit plus oui, d'alcool. Ça a oui, été un long processus, plusieurs oui, hospitalisations, un internement aussi oui, en hôpital oui, psychiatrique. oui, C'est important pour vous oui, d'aborder ce thème-là oui, de l'alcoolisme et de montrer finalement que c'est oui, un fléau qui touche tout le bien monde et sûr. pas que les personnes âgées. Ouais. Ah ben, Jean-Michel Apathy en a extraordinairement bien parlé la semaine dernière au quotidien. On parle toujours de l'alcool comme quelque chose de très très drôle, c'est partout. Des jolies bouteilles mises en valeur dans les belles vitrines de toutes les couleurs. Mm. Ne jamais oublier que c'est quand même un poison. Ne jamais oublier que l'addiction est une maladie. Ouais. Ne jamais oublier qu'il y a des victimes. Alors là, en l'occurrence, Lies a été victime d'un prédateur qui traverse ce roman et que chacun fait comme il peut avec ce qu'on a fait à l'enfant qu'on a en soi. Et Lies a été agressé. Et je voulais vraiment parler de ça parce que c'est très important. C'est pas drôle, Mm. quelqu'un qui est sous. Moi, ça me fait pas du tout rire. Hein. Ouais. Je me souviens d'une imitatrice qui imitait Amy Winehouse, qui était ivre morte. Et ça me glace, moi, complètement. Je trouve pas ça drôle. Et l'addiction est une véritable maladie. C'est très compliqué de s'en sortir. Et je voulais absolument en parler puisque, comme je vous le disais précédemment, on parle de la vie. Exactement. Et qu'on connaît tous quelqu'un qui est plus ou moins accro. Quelle que soit la drogue, quel que soit voilà, le moyen de vouloir fuir la vie dessus, parce que c'est un suicide en fait. Pour moi, c'est un lent suicide, mais un long suicide et un lent suicide. Et je pense qu'en fait, à un moment donné aussi, je le connais bien, hein, j'ai vraiment quelqu'un de très proche qui a vécu ça. Et Dieu sait que je me suis battue pendant des années. C'est qu'à un moment donné, les médecins, les infirmiers, je dis pas tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment été confrontée à ça. C'est-à-dire que j'étais avec le malade et on veut pas les garder. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, il le dit, Lies, quand tu as 18 ans, tu es très mignon et on essaie de t'aider. Puis quand tu as 40 ans et que tu es l'alcoolo de service, on ne sait pas tellement quoi en faire. Et il y a très, très peu de structures d'accueil. Ouais. On se dit, écoute, démerde-toi, quoi. En gros, il y a des gens qui sont beaucoup plus malades. Donc, on ne sait plus trop quoi faire des gens qui sont touchés par cette maladie. Et ouais, c'était très important pour moi d'en parler, bien sûr. Je parle de ce qui me touche Ouais. particulièrement. Il faut toujours parler de ce qu'on connaît bien, c'est mieux. Et il s'en sort, Lies, Oui. mais c'est vrai qu'il le Oui. dit finalement, c'était pas ni les hospitalisations ni l'internement qui ont été les plus Mais durs, c'est ça a la été le personne. retour Et le retour, c'est à l'horreur. la maison. Et Ouais. puis surtout d'être accompagné. Et on en revient là, aux rencontres. Ouais. Là, dans le roman, c'est Nathalie, sa meilleure amie, qui ne l'a jamais lâchée. C'est ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui les lâchent en route parce qu'ils n'en peuvent plus. Ce que je comprends, ce que je ne Ouais. condamne pas. Parce qu'on peut ne plus on ne peut ne plus y arriver Mm. et ne plus en pouvoir. Ouais. Et c'est vrai qu'une fois de plus, c'est parce qu'elle ne l'a jamais lâché qu'il arrive à s'en sortir. Et puis aussi parce qu'il rencontre le bon médecin, la bonne structure d'accueil. Ouais. Moi, la personne dont je parle, elle s'en est sortie grâce à un hôpital qui se trouve à Garches, mais il est en train de mourir. Cette personne dont je parle était vraiment dans ma vie en train de mourir. Et tous les hôpitaux disaient, mais on n'a pas de place, madame, faites quelque chose. Donc, c'était terrible. Et donc, j'ai réussi, grâce à des amis, à le placer à Garches. Avec, bien entendu, il faut que la personne concernée soit d'accord C'est aussi, ça. il faut qu'elle ait envie de passer par la guérison. Mais c'était assez cher, les soins. Et je me dis, alors les gens qui n'ont pas d'argent, donc ils seraient morts chez lui. Donc il y a une vraie question hein, Ouais. autour de cela. Mm. Et donc, vous l'avez dit, si Lies est Oui. tombé dans l'alcoolisme, c'est parce Il qu'il a été victime. Ouais, Voilà. exactement. Il y a des victimes qui ne tombent pas forcément dans l'alcool. l'alcoolisme ni dans la drogue, mais il y a des victimes qui ne trouvent pas d'autres solutions. Et d'ailleurs, j'ai envoyé mon roman à François Ozon, qui a fait un film extraordinaire qui s'appelle Grâce à Dieu, où justement il y a plusieurs types de victimes et de voir comment les victimes réagissent par rapport à une enfance où ils ont été agressés sexuellement. Et je trouve que c'est un film génial parce que on voit ce que c'est qu'est d'être dans la peau d'une victime et les différentes réactions. Et effectivement, je parle d'un prédateur qui a existé. Évidemment, j'ai changé les noms de toutes les victimes et de cette personne qui est décédée depuis très longtemps. Il n'y aura pas de procès. On n'en parlera plus, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les victimes, elles ont existé et que ça a réparé quelque chose pour eux, parce que je suis en contact avec eux. Tata a réparé quelque chose pour eux. Le fait que ça existe, que ce soit écrit noir sur blanc, qu'on dise que ça existait, qu'on les entend, qu'on les croit, eh bien pour les victimes, ce roman est fondamental. Et pas que pour les gens, pas que pour les gens qui ont grandi à Guignon, mais je pense pour beaucoup de victimes aussi en France. Ouais. Mm. Parce que clairement, enfin, en tout cas, Lies à l'époque n'en parlait pas parce qu'on n'en parlait pas. On n'en parle parce jamais. que c'était tabou. Alors déjà, d'une part, on n'en parlait pas du tout. Et puis surtout, ce prédateur n'agressait que des petits garçons. Ouais. Et les garçons parlent encore moins, C'est ça. je crois. Ouais. Il y a un tabou terrible parce qu'on parle toujours des petites filles. On parle rarement des petits garçons. Or, on sait très bien que dans le sport, on a un vrai problème. Hein.
Voilà, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a beaucoup de sportifs en parlent maintenant, mais effectivement, on n'en parlait pas. Et je pense que les enfants avaient honte, mais j'ai encore lu ce matin une phrase extraordinaire qui est tellement juste. En gros, le viol, c'est souvent l'agresseur ne ressent pas de honte et dit qu'il est innocent quand la victime, elle, a honte, en fait. C'est Elle a exactement encore ça. honte. Ouais, Les tout à fait. victimes ont honte de ce qu'on leur a fait. Et du coup, Ouais. ils ne parlent pas. Et Moi, je sais heureusement, que la personne dont je parle, elle a parlé 30 ans après les faits. ouais. Plus de 30 ans après les faits. Mais heureusement qu'il y a cette libération de la Oui, parole aujourd'hui oui, qui existe. Ça va oui, quand même dans oui. le bon sens, même s'il y a Oui. quand même ce tribunal médiatique autour Il y a de. le tribunal médiatique qui est pénible, et puis il y a aussi le fait que qu'est-ce qu'on fait réellement C'est ça. une fois que la parole est dite. Est-ce qu'on l'entend vraiment? Ouais. Et est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on met les moyens pour pouvoir les aider réellement? Mm. Il y a encore des progrès Oui, et un beaucoup. grand Oui, chemin à oui, parcourir, on est bien oui. d'accord. Mm. Et le sujet des violences sexuelles et conjugales est donc très présent dans Oui. votre roman. Il y a un autre personnage, une femme, Marie, qui a été confrontée Mm. toute sa vie, au même Oui, titre que sa fille, Blanche, des oui, années plus tard. Et vous l'écrivez, hein, la peur de quitter son bourreau est vertigineuse. oui, En fait, il y a oui, la peur de rester et de bien mourir, mais aussi sûr. la peur de partir, Oui, d'être trouvé bien et de sûr. Et mourir. j'avais déjà abordé ce thème dans 3, où Nina épouse un prince charmant qui Ouais. ne l'est absolument pas. Mm. Et je pense là maintenant beaucoup à toutes ces femmes qui ne partent pas parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir, tout simplement. On a les enfants ils sont au chaud, sous un toit, on prend des coups mais on ne dit rien parce que on n'a personne à qui parler, parce qu'on ne sait pas où aller Ouais. et parce qu'on ne veut pas mettre ses enfants dans la rue. Et une fois de plus, on en revient à la première question, c'est une rencontre, il suffit d'une rencontre, de quelqu'un qui vous tend la main Qui pour va vous tout aider, changer. et Mm. peut-être qu'il peut changer le destin de ces personnes. Et vous écrivez d'ailleurs dans les remerciements à la fin de votre roman, pardon aux victimes, Mm. nous ne ferons jamais assez Mm. pour vous C'est vrai. protéger. Mm. Et alors Marie le dit, ce sont les livres qui l'ont sauvée. Je me suis Mm. littéralement noyée Mm. dans les livres, dans Mm. les histoires des autres, Mm. pour ne jamais penser Mm. à la Mm. mienne. Mm. Ça sauve de tout d'après vous, Je les pense livres? que c'était déjà présent dans Les Oublis du dimanche. Je pense que la lecture, la littérature sauve très souvent. J'aime beaucoup passer par là pour expliquer qu'à partir du moment où vous lisez, quelle que soit la lecture, alors évidemment, certaines lectures non, mais je vais parler du roman, particulièrement pas des hommes politiques qui écrivent des romans. Et voilà, j'ai pas envie de parler de politique, même si j'en pense pas moins. Mais en tout cas, des romans, à partir du moment où vous lisez un conte, un roman, des nouvelles, ça vous amène ailleurs et surtout ça vous fait réfléchir. Et pourquoi est-ce que les dictatures ne veulent pas que les gens lisent? Parce qu'à partir du moment où vous ouvrez à la littérature, vous réfléchissez. Ouais. Vous êtes un homme ou une femme qui va réfléchir et forcément repenser sa propre vie. Et c'est évidemment pour moi, c'est ce que j'aime encore le plus aujourd'hui. J'aime le cinéma, j'aime faire des expositions, j'aime la musique, ça fait partie de ma vie. Mais je crois que ce que j'aime le plus, moi, personnellement, aujourd'hui, c'est découvrir un grand roman, découvrir un grand livre. C'est encore là où je suis le mieux. Parce que c'est magique, ce que ça fait faire comme gymnastique et ce que ça fait ressentir. Ouais. Et Un livre. le dernier que vous avez découvert et qui vous a renversé, Je suis en train de lire un roman italien qui s'appelle La vie qui reste. J'en suis à la moitié, que j'ai adoré, et j'ai fini la semaine dernière Les âmes violentes. J'en ai déjà parlé, je crois, ici, même il y a 15 jours. Avec Laurent Couson. Ça s'appelle Les âmes violentes et c'est absolument génial. C'est une femme, elle s'appelle Marie Vintra. Voilà. Je la suis sur Instagram et je me suis encore dit qu'il fallait que je commande ce livre. Oui, donc je vais le faire de ce pas. C'est génial. Et je crois qu'elle avait écrit Blizzard et tout le monde me dit Blizzard, c'est formidable, Valérie, il faut que tu le lises. Ils sont aussi dans ma liste de livres à lire. On parlait de lecture, l'écriture dans tout ça, Valérie Perrin, elle vous permet aussi par moments, j'imagine, de relativiser votre vie, vos problèmes, justement en créant d'autres vies et en inventant d'autres problèmes Alors à des moi, ma personnages. vie, je me sens extrêmement privilégiée dans ce monde. Ouais. D'abord, je le dis toujours, parce que je suis une femme, je peux travailler, vivre de mon métier, déjà c'est extraordinaire, ça devient très compliqué De pour les votre femmes de passion plus en même. plus. En plus, ça marche, en plus les gens me lisent, les gens m'attendent, donc ça c'est un cadeau absolu. Donc j'ai absolument conscience d'avoir beaucoup de chance, donc je donne aussi de mon temps et de mon argent pour des associations auxquelles je crois, et notamment tout ce qui touche à l'écologie, au Resto du Cœur, parce que je trouve que les restos, c'est formidable. Ouais. Et puis, pour la cause animale,
pour laquelle je suis extrêmement impliquée. Et effectivement, quand j'écris, c'est une façon aussi de partir, de me réfugier dans d'autres vies. Et j'ai cette chance depuis longtemps maintenant, parce que j'ai commencé à écrire l'écriture, elle est passée par l'écriture de scénarios avec Claude Lelouch, mon mari. On a écrit beaucoup de scénarios ensemble. Et grâce à cette école-là, grâce à lui, grâce à mon travail de scénariste, j'ai découvert que j'arrivais à me mettre dans la peau de mes personnages. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ignorais totalement, hein, et que j'ai découvert en écrivant des scénarios avec Claude, que je pouvais totalement me mettre à la place d'un enfant ou d'un vieillard, d'une femme, d'un homme, quel que soit l'âge. J'arrive complètement à me fondre dans la peau et à ressentir que cette personne peut ressentir, mais que ce soit quelqu'un d'extrêmement noir, comme il y a quelqu'un qui traverse aussi le roman de Tata qui s'appelle Soudkovski, qui est un être très noir, très violent, et j'arrive totalement à ressentir ce qu'il ressent. Donc c'est très intéressant. Et c'est perturbant, non, j'imagine. Et c'est très perturbant aussi. Et j'arrive à ressentir de savoir pourquoi on en arrive là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas né, quand on est un petit bébé, quand on sort du ventre de sa mère, on n'est pas né violent. On n'est pas né à avoir cette envie de frapper, de tuer, de ne pas se poser de questions. Et qu'est-ce qui fait que le cheminement d'un homme ou d'une femme en arrive là, quoi? Pourquoi Qu'est-ce qu'on lui a fait aussi à cet enfant-là pour qu'il devienne cet homme-là? Et c'est vrai que j'aime écrire parce que c'est aussi pour moi une forme d'évasion. Et j'ai comme un accord pour moi aujourd'hui, un accord tacite avec mes lecteurs qui je sais m'attendre, et je peux pas m'arrêter. Je pourrais pas. En tout cas, pas pour l'instant. On espère que vous n'allez pas vous arrêter, en tout cas. Vous parliez de votre engagement en faveur de la cause animale. Il y a aussi le thème des violences à l'encontre des animaux, j'ai envie de dire, dans votre livre, à travers ce cirque-là. Oui, le cirque avec les animaux, c'est terrible. Là, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité encore. Je ne sais jamais si on dit un ou une orque qui est morte ce week-end et qui a été prisonnière toute sa vie. Une femelle, c'est sûr. Et en fait, les animaux ne sont pas des clowns. Bon, ça y est, on commence grandement à le comprendre. Mais quel est votre regard justement sur les conditions de détention animale dans les cirques Là, il y a Marine Land qui veut retirer des cétacés pour les envoyer au Japon. Et donc, l'association Cétacés se bat pour qu'on signe des pétitions. Alors, on signe des pétitions, on pourrait dire que ça ne sert à rien, mais ça peut aider. Et puis, surtout, interpeller les autorités pour qu'il se passe des choses, parce que quand même, ne jamais oublier que toutes les lois se votent à l'Assemblée, et que c'est hyper important d'aller voter pour les députés qui vont voter les lois à l'Assemblée. Et vous défendez aussi ardemment Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd. Je sais pas du tout comment ça va se terminer. Je suis très inquiète. J'ai le sentiment qu'on a beau s'agiter dans tous les sens, il faut continuer à se battre. On va pas baisser les bras, mais je suis inquiète. Je sens que que les dés sont pipés, que c'est n'importe quoi, mais qu'on a décidé d'avoir la peau de cet homme-là pour l'exemple. Alors qu'il n'a non seulement il est innocent, mais en plus c'est quelqu'un qui a sauvé 7000 baleines, et que sans les baleines, il n'y a pas la vie sur Terre. Elles sont fondamentales. Elle vient d'où cette sensibilité, Valérie Perrin, à la cause animale? Depuis que je suis enfant. Je pense que déjà mes parents étaient comme ça. J'ai toujours vu mes parents les donner, rentrer dans les jardins où les chiens crevaient de faim, ou étaient attachés à la chaîne ou enfermés dans des chenils. J'ai toujours vu mes parents faire ça, nourrir tous ceux qui crevaient de faim. Et je pense que comme j'ai eu un chien, mon premier chien, j'étais très jeune, j'avais 8 ans, et j'ai compris à quel point ça nous apportait du bonheur, de la joie, un amour fou. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais c'est magnifique de grandir avec des animaux. J'aimerais que tous les enfants grandissent avec les animaux, parce que je pense que ça ouvre à l'empathie des autres. Et quand on dit, alors moi, quelqu'un qui me dit, on me le dit jamais, mais ça existe, ferait mieux de s'occuper des gens plutôt que s'occuper des animaux. Si quelqu'un vous dit ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aide absolument personne. Parce que les gens qui aident et qui donnent, un type comme Coluche, les Restos du Cœur, merveilleux, mais Coluche nourrissait tous les chats de son quartier. Enfin, moi, je pense qu'on a un cœur pour tous. Quand on a du cœur pour tout le monde. Vous en avez vous-même des animaux, Valérie Perrin? Oui. Beaucoup. Il y a beaucoup, d'accord, ok. Vous parliez de vos parents quand vous étiez plus jeune avec les animaux. Alors, dans votre livre, j'essaie de faire une transition, mais il est aussi question de foot sur le FC Guignon. C'était quelque chose. Colette ne loupait pas un match. Elle était amoureuse aussi d'un joueur de l'équipe. Et votre papa était joueur aussi professionnel dans cette équipe. Donc, c'est un hommage aussi que vous souhaitiez lui rendre. Je voulais rendre hommage au Football Club de Guignon, à tous les gens qui ont travaillé avec passion, et notamment à papa qui donc a été recruté en 68
Ouais. par l'équipe de Guignon, où ils étaient, à l'époque, les joueurs étaient semi-professionnels, où ils travaillaient le matin pour l'usine qui fait vivre toute la région, et l'après-midi, ils allaient s'entraîner, et le week-end, ils jouaient. Et c'est vrai que j'avais envie aussi de parler de ce sport parce que, à un moment donné, d'ailleurs, tout est dit dans le roman, cette Colette Septembre, cette tante taiseuse et secrète, avait cette passion du football. Et elle connaît très très bien le foot, elle connaît bien les joueurs. Et à un moment donné, elle découpe. Je parle d'une collection dans le roman, la collection de Colette qu'elle garde, qu'elle fait pendant qu'elle crée pendant 30 ans. Elle existe, en fait, je l'ai trouvée dans un vide-grenier. Donc, c'est pas la collection de Colette, mais c'était la collection d'un autre monsieur qui, pendant 30 ans, a découpé tous les articles concernant les matchs de football du FCG. Ouais. Et surtout, qui notait au stylo plume très joliment les années, etc. Ah oui. Qui faisait des commentaires dans les colonnes. Enfin, c'est vraiment une collection absolument sublime. Et je voulais que ce soit Colette qui fasse cette collection. Et c'était très important pour moi. À un moment donné, Agnès demande à sa tante, mais qu'est-ce qui t'intéresse tellement dans le football? Ça l'agace que sa tante adore le foot. Et elle lui répond, parce que n'importe quel gosse du monde peut y jouer. Un ballon, et tout le monde peut y jouer. C'est un sport populaire, et c'est ce que j'aime. Et je voulais rendre hommage à ça, parce que n'importe où vous allez, dès qu'il y a un ballon, les enfants, ils courent après un ballon. Et ça rassemble. Et quand on court, et ça rassemble. Ouais. Et puis, il faut recontextualiser. Moi, le foot, j'en avais rien à faire. Mais pourtant, le samedi soir, on allait au match, parce qu'on se retrouvait entre copains, parce qu'il y avait des cacahuètes, parce qu'on mangeait le sandwich à la mi-temps, parce que c'était la joie, en fait. C'était aussi de se retrouver. Il n'y avait pas 200 chaînes à la télé. Et on allait au cinéma et on allait au football à Guignon. Et c'est vrai que quand on grandit à Guignon, on n'a pas le choix. On va au foot. Parce que c'était une religion là-bas, le football. On le remarque en tout cas dans votre roman. Pourquoi aussi ce choix-là de Guignon? Vos autres romans se déroulent en Bourgogne, jamais dans la ville où vous avez grandi. Oui, pourquoi ce choix-là mais maintenant? je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les 3 premiers romans se passent à Guignon, mais je ne l'ai jamais nommé. Je l'ai toujours appelé autrement. Dans votre tête, donc c'était à Guignon. C'était Émilie dans Les Oubliés du Dimanche, et puis Brancion-en-Chalon dans Changer ou des fleurs. La Comelle, qui est un village de Saône-et-Loire, mais dans Troyes. Et jamais nommé Guignon. Et puis là, je voulais absolument l'appeler Guignon, puisque Guignon, je voulais aussi rendre hommage à cette usine qui existe depuis 300 ans, qui fait vivre toute la région, aux commerçants que j'ai connus, parce que mes parents étaient eux-mêmes commerçants dans les années 80 à Guignon. Et puis je voulais parler de gens, de familles que j'ai bien connues, que je connais toujours, et qui étaient commerçants aussi à Guignon. Donc c'est un hommage et donc aussi. c'est aussi un hommage à la ville, bien sûr. Alors Agnès retourne, on l'a dit, à Guignon, dans la maison de Colette, pour se recueillir, pour écouter aussi les cassettes qu'elle lui a laissées, entendre, découvrir la vérité et sa propre vérité. Et elle le dit, on devrait tous s'enregistrer à l'intention de quelqu'un pour être un peu éternel. Alors là, tout passe par la voix. C'est un beau cadeau qu'elle lui fait, dans le sens où quand une personne décède ou part, c'est la voix qu'on a le plus peur d'oublier, qui nous manque le plus. C'est vrai, je crois qu'on oublie la voix. Et c'est vrai que cette tante a laissé une centaine de cassettes à sa nièce. Elle lui parle, et je pense qu'elle ose dire au magnétophone que Agnès a oublié quand elle était adolescente chez Colette. Elle ose dire à ce magnétophone, à travers ses cassettes, ce qu'elle n'aurait peut-être pas osé lui dire les yeux dans les yeux. Comme elle est très timide, on sent que ça a occupé ses dernières années, et elle parle à sa nièce, elle lui dit tout. Elle lui révèle tout au fur et à mesure. Et Agnès le dit, réaliser des films, c'est un peu la même chose finalement que d'enregistrer des cassettes, c'est éterniser. Parce que vous avez ses parents musiciens, pareil, ils éternisaient. Donc il y a une véritable obsession aussi de retenir le temps dans cette famille. Oui, il y a une obsession de retenir le temps, une obsession de retenir la mémoire des autres, même s'ils sont partis. Et c'est vrai que quand on fait des films, quand on réalise des films, on les rend éternels, les comédiens qu'on filme, pour toujours. Et à quoi ça vous renvoie personnellement? Parce que vous écrivez, vous éternisez aussi. Votre mari, Claude Lelouch, aussi. C'est vrai. C'est vital pour vous de garder une trace, ou au moins de laisser une trace? C'est aussi pour ça que j'aime le cimetière, je pense. Enfin, j'aime parler du cimetière. Je trouve il y a un côté très romanesque, parce que on dit toujours, il y a une épitaphe que Violette aime dans Changer l'eau des fleurs. Elle dit, on n'est jamais tout à fait mort tant que quelqu'un continue à rêver de vous. Et il y a ça toujours, en fait, quelque part dans mes romans. J'en ai écrit que 4,
mais il y a toujours quelqu'un qui retient la mémoire des autres. Par exemple, dans Changer l'eau des fleurs, Violette, elle tient des registres où elle raconte tout ce qui s'est passé le jour des funérailles, de tous les gens qui reposent dans ce cimetière, pour retenir le temps, les gens qui étaient présents, pour pouvoir raconter à ceux qui ne pouvaient pas être là. Il y a les épitaphes, parce que les épitaphes racontent, c'est une phrase qui raconte ce qu'a été la personne. Effectivement, là, j'avais très, très envie de parler du métier de cinéaste, parce que je trouve qu'il faut avoir un courage hallucinant pour être cinéaste. Et d'ailleurs, Agnès n'a plus ce courage-là. Parce que moi, quand j'écris un livre, le seul courage dont j'ai besoin, c'est de travailler. C'est-à-dire que tous les jours, de ne pas lâcher, d'y être tous les jours, et même si on ne sait pas comment on va s'y prendre, même si on ne se dit pas tous les matins, ouais, chouette, je vais écrire. Non, on se dit tous les matins, j'y vais, je vais travailler, et puis je vais m'y tenir, et tous les jours et pendant des années. C'est comme ça l'écriture. Mais le courage d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène, c'est de se lever, de rassembler des armées et de diriger toute une journée quand même. Et moi, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça, pour faire ce métier. Et c'est un beau métier. C'est un très beau métier. Vous dites aussi dans votre roman que les récompenses, ça rassure. Vous en avez eu plein vous-même, Valérie Perrin. Ouais, j'en ai eu plein quand j'étais pas du tout connue. En fait, j'en ai eu plein pour mon premier roman. Ouais. Les Oublis du dimanche, j'ai eu 13 prix littéraires. Changer l'eau des fleurs, on a eu 2. Et puis à partir de 3, j'étais beaucoup, beaucoup trop lue, je crois. Et du coup, j'ai plus tellement de récompenses, mais la plus belle des récompenses, c'est juste les lecteurs qui sont tellement présents, quoi. Mais elles vous ont rassuré, vous aussi, ces récompenses? Ça me faisait hyper plaisir. À chaque fois, j'étais heureuse. Ah, mais c'est génial. Et en plus, Les Oublis du dimanche, c'est un premier roman. Oui, c'est ça. Et à chaque fois qu'on me téléphone, tu as eu tel prix, tel prix, tel prix, c'était... Ah ouais, c'est formidable. Et puis pour Changer l'eau des fleurs, j'ai eu le prix de la Maison de la Presse, que je trouve... c'est un prix que je lis systématiquement. J'adore ce prix. Ouais. J'étais extrêmement fière de l'avoir. Et j'ai eu le prix des lecteurs. Alors là, ça, c'est prix des lecteurs au livre de poche. Donc là, c'est voilà. La plus belle des récompenses. Et le prix choix des libraires pour Les Oubliés du dimanche. Donc ça, c'est vraiment les 2 prix extraordinaires. Quand on est reconnu et par les lecteurs et par les libraires, qui pour moi sont des magiciens sur la terre et à qui on doit tout, nous, les auteurs. Voilà quoi. Et sans parler de la pièce de théâtre aussi, on en parlait. La pièce de théâtre aussi qui a un succès depuis 3 ans pour Changer l'eau des fleurs. Ouais. Succès phénoménal. Vous dites aussi dans votre roman que les gens veulent voir des histoires d'amour partout, au théâtre, en littérature, dans les musées, partout. Moi, je pense qu'en fait, c'est ce qu'on recherche. Les temps sont trop durs. Moi, je pense que la littérature passe souvent par des histoires d'amour, quelles qu'elles soient. Quelles que soient ces histoires, ça peut être filiale, amoureux, passionnel, interdit, peu importe. Mais je trouve que l'amour, c'est quand même le moteur de chacun. Même l'amour, on parlait des animaux, de la musique. L'amour, c'est quand même ce qui nous anime. Ouais. Et c'est le moteur des êtres humains. Ce que dit toujours... Je parle beaucoup d'Alain Souchon dans ce roman, dans Tata. Il est très présent, Alain Souchon, parce qu'il était tout simplement présent dans ma vie au moment où je l'écrivais. Où j'écrivais Tata, et je fais toujours référence à cette chanson sublime et universelle qui s'appelle Foule sentimentale. Je pense qu'on est tous et toutes une foule sentimentale, avant tout. Agnès, qui ne connaissait pas grand-chose à Colette, donc on la découvre via ses cassettes. Elle découvre son humanité, sa force de caractère, sa richesse aussi humaine. On peut dire qu'on ne connaît pas tout de la vie de nos proches, de nos aînés, et qu'on se cache tous finalement des choses à la fois pour les protéger, puis se protéger d'après vous. Ah oui, complètement. Je pense qu'il y a des mensonges qu'on doit faire parce que d'abord tout le monde n'est pas capable d'entendre la vérité, et puis que la vérité peut faire du mal et qu'elle n'est pas forcément nécessaire à certains moments. Ouais. Et puis je pense qu'on n'est pas obligé de tout dire. On peut avoir ses secrets. Je suis contre le fait de tout dire. Il y a des choses qu'on a le droit de taire aussi. Et donc s'aimer, c'est aussi se mentir par moments. Oui, je pense, oui. Tout à fait. Ou en tout cas, moi, je l'y crois. Et je le pense. Avant de poser cette question, il y a aussi cette phrase très juste et très belle dans votre roman, je vais vous citer, à propos de Colette, c'est Agnès qui l'a dit: « Je ne t'ai pas beaucoup vu, pas bien connu, mais ce n'est pas la peine de beaucoup voir les gens pour savoir qu'on les aime et qu'ils sont importants. Ce qui compte, c'est leur présence quand ils sont là, pas le nombre de fois où on les voit. » Vous êtes d'accord, évidemment, avec cette phrase, Valérie Perrin? Oui, je pense qu'il y a des gens, moi j'ai des gens que j'aime profondément, je les vois 2 fois par an, mais on sait qu'on est liés pour toujours. Ouais. C'est quoi qui explique ce lien si fort d'après vous? C'est la rencontre. Je pense notamment à des amis auteurs, autrices. On se retrouve dans les salons, on se voit 1 ou 2 fois par an. C'est une espèce de joie absolue.
c'est pas grave si on se voit pas le reste de l'année, puisque de toute façon, on est tellement occupé ou à être en dédicace ou enfermé pendant des mois à écrire. Quand on se voit, c'est une fête, c'est une Mmh. joie. Ça va durer 10 minutes et il y a quelque chose qui nous lie pour toujours, peut-être parce qu'on fait le même métier, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai plein d'amis. J'ai beaucoup de chance. Je connais beaucoup de monde. J'aime profondément mes amis et ma famille. Et je sais que c'est pas parce qu'on se voit pas tous les jours qu'on pense pas les uns aux autres et qu'on n'est pas là les jours où ça ira pas, par Ouais. exemple. Mm. C'est un livre un petit peu à la fois comme un journal intime, mais aussi un roman policier. Il y a des adaptations qui sont prévues au Il y a cinéma, à la énormément. Alors télé. là, Tata, ça pleut. Bah, tant Il y a mieux. beaucoup de demandes qui Ouais. pleuvent. Mon agent m'a dit on reçoit des offres tous les jours ou pour le cinéma ou pour une série. Vous en C'est auriez la même envie? chose pour 3. Ouais. Oui, mais j'en rêverais, mais il faut qu'on ait une super ou un super metteur en scène, des super acteurs. Mmh. Et puis après, ouais, alors ça paraît toujours. Alors c'est très paradoxal parce que mes romans paraissent toujours très simples à adapter dans la mesure où ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à des films. Ouais. Du premier au dernier, on dirait des films. En plus, ils sont extrêmement dialogués, mais c'est très compliqué. C'est toujours très compliqué parce qu'il y a toujours plusieurs époques Mmh. et que du coup, pour trouver des solutions, il faut s'y pencher. Mais tout est possible. Bon, on espère en tout Oui. cas. Quels sont vos projets pour la suite, Valérie Perrin? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'être bien, que tout le monde se porte bien autour de moi et que tout le monde ait la santé. Je trouve que c'est un préalable absolu à tout. Tant qu'on on peut se lever le matin, qu'on peut marcher, qu'on peut regarder, on peut tout faire. Donc qu'est-ce que j'aimerais? Euh, J'aimerais bien adapter Les Oublis du dimanche au théâtre, mais ça, je l'ai déjà dit, avec Tess Lauvergne et Salomé Lelouch, donc ma fille, ma belle-fille. J'aimerais beaucoup que toutes les 3, on travaille autour de ça. J'aimerais pouvoir écrire en toute sérénité mon 5e roman, que j'ai déjà dans la tête depuis longtemps. Comme Que j'ai vous eu avez Tata commencé très à longtemps, écrire j'ai déjà? pas commencé à écrire. J'ai terminé, je dirais que les dernières corrections sont parties le 15 juillet dernier. D'accord. Que le 18 août, quelque chose comme ça, je signais ce qu'on appelle les services de presse, Ouais. et que depuis la sortie de Tata, je l'ai accompagné partout. Pour écrire, il faut être disponible, Mm. il faut plus faire courir dans Oui, dans tous les j'imagine. sens. Ouais. Donc je pense que je commencerai à écrire en début d'année prochaine. Et puis voilà, j'aimerais bien travailler sur Les Oubliés du dimanche. J'ai plein d'idées dans ma tête. On verra. Merci infiniment, Merci à vous. Valérie Perrin. Je rappelle le titre de votre 4e très beau roman, Tata. C'est aux éditions Albin Michel et je le conseille vraiment sincèrement à tous nos auditeurs. Merci beaucoup et à Merci à bientôt. vous. Merci.